Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Bienvenue à bord. Bienvenue à bord, c'est une émission des transports, vous le savez bien. Ça traite quel est le domaine des transports. Vous aurez toutes les informations dans le secteur des transports. Et aujourd'hui, avec vous, ensemble, nous allons parler de la météo. Beaucoup de gens ignorent les notions qui semblent très étrangères à la République démocratique du Congo. Où en sommes-nous pour la météo et que signifie la météo? Quels sont les secteurs que la météo contribue pour leur épanouissement? Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons recevoir un directeur d'exploitation de la météo en République démocratique du Congo. C'est à la personne de M. John Waku. Alors, avant tout, je vous demande d'abord, comme d'habitude, de suivre d'abord la rétrospective du ministre des Transports. Qu'est-ce que Chéribin Okendi a fait pendant la semaine? C'est un ministre très engagé dans les domaines des transports. Il est là, il cible tous les secteurs. Alors, suivons d'abord la rétrospective et puis on revient après. Le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements, Chéribin Okendi, a procédé ce lundi 5 juin au lancement de la feuille de route pour la préparation des assises de l'audit de l'Organisation de l'aviation civile africaine OACI en sigle. Ces travaux permettront à la République démocratique du Congo de se préparer pour que son système d'aviation civile soit bien noté par les experts de l'OACI qui seront en République démocratique du Congo le 31 août au 12 septembre 2022. Les entreprises congolaises qui prendront part à cette cérémonie, l'autorité d'aviation civile, la régie des voies aériennes, Congo Airways et quelques experts du cabinet du ministre. L'objectif du ministre est de dépasser la moyenne de 65% de la moyenne mondiale des taux de réalisation des normes internationales dit dernier audit. Son Excellence avait requis le soutien du Conseil supérieur du portefeuille auprès de son Excellence Madame la ministre d'État, ministre du portefeuille, qui a bien voulu nous mandater pour cet exercice. Aujourd'hui, nous sommes là pour remettre officiellement les résultats de ces missions d'audit de gestion auprès de son Excellence. Le ministre a donné des orientations claires aux experts pour qu'à l'issue de ces travaux, la République démocratique du Congo soit prête avec une feuille de route qui reflète ce grand pays. Reçu ce mardi 6 juillet 2021 dans son cabinet de travail, les rapports finaux de l'audit de gestion des entreprises et des établissements du secteur des transports effectués par les experts du Conseil supérieur des portefeuilles par le ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements. Chéribin Okendi a lancé officiellement le 14 mai dernier. 52 jours ont suffi aux inspecteurs du Conseil supérieur des portefeuilles pour exécuter cette mission qui permettra de mieux orienter les actions dans le secteur des transports. La délégation était conduite par le vice-président du Conseil supérieur des portefeuilles, Stéphane Kakonde, qui a indiqué que sur les 13 structures qui ont fait l'objet de l'audit et inexpérimentées, d'où une demande est lancée au ministre de régulariser ce genre de mission. Chéribin Okendi est satisfait du travail abattu par les inspecteurs du Conseil supérieur des portefeuilles. De retour sur ces plateaux, comme nous l'avons bien dit, nous allons parler des notions de la météo en République démocratique du Congo. Quelle est l'importance de la météo? Quel secteur la météo introduit ou aide dans ces domaines? Alors, nous allons recevoir le directeur. Il est là. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va, ça va.
malgré la pandémie, on est là. Nous tenons debout. C'est inévitable, hein, c'est partout dans le monde, la pandémie est là. Okay. On ne peut pas éviter. Puis surtout chez nous ici, troisième vague, là, les Congolais en doutent. Hein, c'est ça. Alors, comme annoncé déjà au début, c'est un sujet très indispensable. Alors, nous allons parler de la météo avec vous. Et nous vous remercions d'abord d'avoir accepté de nous recevoir. Moi aussi, je vous remercie d'avoir porté votre attention sur ce service qui est la Mételsat, qui s'occupe principalement de la météorologie. Voilà, directeur, est-ce que vous pouvez nous dire que veut dire la météo? Bon, la météorologie, au fait, c'est l'étude des phénomènes, l'étude scientifique, hein, des phénomènes atmosphériques. Et la météorologie s'intéresse justement à la formation de ces phénomènes atmosphériques, de leur évolution. Et tout cela, nous le faisons en examinant certains paramètres physiques qui sont par exemple la température, les précipitations, les humidités, ainsi de suite. Voilà. Alors, quelle formation faut-il avoir pour être météorologue? Bon, pour être météo, bon, il y a divers degrés, hein, parce que il y a par exemple les techniciens, ce que nous appelons les observateurs. Et au moins ils ont un bagage là de D6, ou bien des gens qui ont fait, qui ont réussi à leur examen d'état, mais qui ont suivi une formation en météorologie, par exemple à l'ITEMAT. L'ITEMAT, donc, qui fait partie de l'ISTA. Bon, donc là, c'est au niveau secondaire. Mais au niveau supérieur, maintenant, on forme des techniciens, si vous voulez, des techniciens supérieurs en météorologie. Et là, il y a le niveau graduat, mais aussi il y a la licence. Donc là, nous le faisons évidemment à l'ISTA. Voilà. Donc c'est l'ISTA qui est donc, si vous voulez, notre centre de formation. Alors, la météo à la République démocratique du Congo, quand est-ce que cela a commencé? Bon, la météo en RDC, en toi, c'est vers les années 45, voire même un peu plus loin, parce qu'au fait, quand la météo a commencé, il faut voir c'était quoi d'abord à l'origine. La météo s'intéressait beaucoup, par exemple, à l'agriculture. Donc, le premier réseau que la météo a connu, c'était à l'agriculture. Ok. Bon, et puis plus tard, il y a eu par exemple la guerre mondiale. Et ça a favorisé, si vous voulez, le développement des services météo. Première guerre mondiale ou deuxième guerre mondiale? Non, je dis bien deuxième guerre mondiale. Donc 1940. Là, maintenant, nous assistons, disons, à la création, si vous voulez, de la météo. Parce que la météo devait contribuer, si vous voulez, à sécuriser l'aviation. Parce que la météo, je peux même dire, si la météo a connu un succès, c'est parce que la météo s'intéresse beaucoup à l'aviation. Voilà pourquoi donc il y a eu beaucoup aussi de progrès en météorologie qui ont résulté du fait qu'il fallait toujours satisfaire la navigation aérienne, l'aviation civile. Alors, quelles sont les entreprises qui profitent vraiment de vos services? Bon, vous savez, la météo, il y a beaucoup de nos frères et sœurs de ce pays, même d'ailleurs, qui croient que la météo ne se limite que à prévoir les temps. C'est vrai, beaucoup de gens connaissent la météo à travers cet aspect-là. Mais en fait, la météo s'intéresse ou bien contribue à beaucoup de secteurs socio-économiques de notre pays. La météo, par exemple, est très sensible en ce qui concerne, par exemple, l'agriculture. Il y a l'agriculture, il y a les ressources en eau, il y a aussi l'aviation, il y a le transport,
Bon, les transports, beaucoup de transports, beaucoup de sortes de transports, c'est-à-dire maritimes, ferroviaires, routiers, ferroviaires, ainsi de suite. Donc c'est ça. Dans les transports aériens, on connaît que vous travaillez en collaboration avec la tour de contrôle. Et dans les transports routiers et maritimes fluviales et ferrés, comment vous faites? Comment se passe la communication? Bon, je ne sais pas si vous parlez de la communication, parce que si nous allons par exemple en Djili, il y a nos services de la météorologie qui est en contact direct avec la tour de contrôle. C'est-à-dire que les observations que nous faisons là-bas sont transmises à la tour de contrôle, soit par Internet, soit par SMS, soit même par vidéo. C'est-à-dire qu'on peut mettre les observations et puis on filme et directement on transmet à la tour. Voilà comment ça se passe du point de vue communication. Bon, pour les autres secteurs, là évidemment il y a des services spécialisés de la météorologie. Par exemple, en ce qui concerne la météo maritime, c'est-à-dire nous avions d'ailleurs un service météo, par exemple, qui était posté, si vous voulez, disons, au port de Matadi, au port de Boma, même à Mwanda. Alors ceux-là travaillent en contact direct avec donc, les armateurs. Voilà. Voilà. Et la météo ici en RDC, c'est une entreprise de l'État, ou bien privée, ou bien une entreprise qui collabore avec les structures internationales? Bon, la météorologie ici, c'est un établissement public de l'État. C'est un établissement public de l'État qui est, comme, si vous voulez, la météo, la Mételsat, si je peux parler de la Mételsat, est composée d'un DG, d'un DGA. Et il y a aussi les comités de gestion. Donc c'est un établissement public, ce n'est pas une entreprise publique. Mais auparavant, directeur, il n'y avait pas assez d'habitations ici, mais actuellement on voit que le site est vraiment tellement occupé. Alors est-ce que ça ne perturbe pas votre paramètre de la météo? Bon, c'est vrai que si on voit ça de près, il y a une occupation un peu exagérée de la concession. La concession a été envahie, c'est vrai. Et ceci, en tout cas, ça perturbe. C'est vrai, ça perturbe, si vous voulez, au niveau de Binza ici. Parce que vous pouvez voir derrière moi, il y a la station. Bon, il y a évidemment, il y a les habitations tout autour. C'est tout à fait normal que ça puisse perturber nos mesures, c'est-à-dire les paramètres météorologiques. Bien, par exemple, je peux dire même les rayonnements. Les rayonnements. Hein. Vous voyez les rayonnements, par exemple, nous avons un paramètre que nous appelons la durée d'insolation. Dans ce cas, nous observons le soleil de sa levée jusqu'au coucher. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que quand le soleil se lève, en tout cas, nous n'avons des renseignements qu'un peu plus tard, peut-être vers 8h30, 9h. Donc ça, vous voyez que ça perturbe déjà. Bon, mais qu'est-ce que je peux dire? Que cela ne puisse pas tellement nous préoccuper pour dire que les services que nous pouvons rendre n'est pas viable. Non, tout simplement parce que ici c'est Binza. Et nous avons beaucoup de stations à travers le pays. Nous avons beaucoup de stations. Il n'y a pas que Binza. C'est-à-dire que pour, par exemple, faire notre travail, pour faire la prévision, par exemple, nous n'avons pas seulement besoin de la station de Binza, hein, qui est un peu perturbée. Mais nous avons besoin aussi des autres stations. Nous en avons au moins une trentaine. Donc nous pouvons considérer toutes ces données-là
ça peut nous permettre de faire une très bonne prévision. Bon, à part ça, il ne faut pas oublier que nous avons aussi beaucoup des instruments qui nous permettent de faire des observations par satellite. C'est-à-dire que nous avons des images satellitaires. Mais nous avons des appareils pour avoir justement ces observations-là, mais faites en altitude. Donc, ceux-là, en tout cas, ne sont pas perturbés. Donc, voilà pourquoi je dis que c'est vrai qu'ici, c'est perturbé, mais cela n'empêche que cela ne puisse pas faire dire aux gens que non, tout ce que nous faisons ici, ce n'est plus correct, parce que les prévisions que nous faisons, c'est pour l'ensemble de la République. Les données viennent de différentes stations. Ce sont ces données-là qui nous permettent de pouvoir travailler. Donc nous pouvons même écarter même les données de Binza. Cela n'empêche pas que nous puissions faire une bonne prévision. Mais Binza ici c'est Kinshasa, ici c'est la direction générale. Oui, bien sûr. Alors lorsqu'à la direction générale, oui, vous êtes un peu pénalisé par rapport à la perturbation. Est-ce que n'avez-vous pas pensé à faire des démarches pour éviter ces dérapages que moi je vais appeler? Parce que si vous êtes un peu perturbé, c'est là déjà c'est un dérapage de la part de la météo. Alors, oui, n'avez-vous pas pensé à faire de petites démarches pour éviter ça? Bon, évidemment, ça c'est une question un peu, comment dirais-je, je ne suis pas vraiment capable de répondre. Okay. Parce que les démarches que nous allons faire, c'est pour faire quoi? C'est pour faire déguerpir tous ces gens. Donc, ça, c'est vraiment pas à mon niveau. Je crois que vous pouvez interroger l'autorité. Peut-être, nous apportons seulement la matière. Nous disons que nous constatons que les observations ici, à Binza, sont perturbées. Mais les observations en Djili ne sont pas perturbées. Les observations en Bandaga ne sont pas perturbées. Parce qu'en Djili, là-bas, c'est un site qui n'est pas habité, c'est un site vague. Oui, mais là, la station répond à la norme, oui. Donc il n'y a pas de souci. Voilà, mais ici, bon, il y a un problème, c'est vrai, ouais. Mais cela ne veut pas dire que vraiment tout ce que nous faisons, ça n'a plus de valeur. Alors, étant ingénieur, météorologue, quelles difficultés vous rencontrez personnellement? Et avec les travaux en RDC et surtout il y a plusieurs cas actuellement par rapport au réchauffement climatique, même la saison sèche est venue un peu en retard. Quelles difficultés vous rencontrez? Bon, vous savez, dire que la saison sèche est venue en retard, bon, moi en tant que météo, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, non. Ok. La saison sèche est venue vraiment au moment opportun. C'est-à-dire que c'est le moment où la saison sèche devait réellement commencer. Le problème qui se passe ici, c'est quoi au juste? Parce que le commun des mortels connaît que la saison sèche commence le 15. C'est ça maintenant le problème. Or, si on fait vraiment les statistiques, avec les statistiques actuelles, nous savons que la saison sèche ne commence pas le 15. La saison sèche commence le 28 mai. Mais avec un intervalle là, il y a un terme de dispersion que nous calculons. Et ce terme-là de dispersion, c'est plus ou moins 7. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la saison sèche peut venir 7 jours avant, c'est-à-dire 7 jours avant le 28, ou 7 jours après, c'est-à-dire que là, nous sommes déjà au mois de juin. Or, si nous regardons, non. Donc la saison sèche n'est pas venue en retard. C'est vrai qu'il y a eu quelques pluies qui ont suivi le 28, voire même après le 4. Ça, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier aussi que lorsqu'on dit que nous sommes en saison sèche, cela ne veut pas dire que c'est vraiment une absence absolue de précipitations. D'ailleurs, si vous remarquez, si vous voyez nos statistiques, vous verrez que
il y a des années où nous enregistrons quelquefois 2-3 pluies au mois de juin, peut-être 3 pluies au mois de juillet. Ça, on peut vous faire voir ça, mais cela ne veut pas dire que nous ne soyons pas en saison sèche. Voilà. La météo fait partir de sa contribution par rapport à la construction des routes. Comment cela se passe-t-il? Baotonga banzela, météo a intervenir. Bakino pe baye balilu. Bazala na posa na bino na construction ba route na ndenge nini. Okay. Bon, ndenge na lobaki météo en tout cas eza ko intervenir dans le secteur ebelé. Même surtout dans le secteur il y a construction à route, même dans le secteur il y a construction, même il y a bâtiment. Mais il y a des routes comme c'est ça la question. Au moni bambula et que c'est ni vraiment. Lelo mbula mowe koko noka pendant 2 minutes et pourtant faut mon avenir que ville est comme déjà inondée. Donc les wana mbula wana cela veut dire que intensité nango eza makasi. Donc na au étali construction de route, la météo intervient auprès des architectes, des ingénieurs en construction pour leur donner les intensités maximales auxquelles nous pouvons nous attendre. Parce que maintenant, ils doivent dimensionner leurs ouvrages en fonction justement de ces intensités-là. Ils doivent dimensionner leurs ouvrages en fonction de ces intensités-là maximales. Et ces intensités-là, c'est ici, à la météo, que nous pouvons calculer ça. C'est ici où nous pouvons voir, par exemple, que telle intensité peut nous revenir une fois tous les 5 ans, ou bien une fois tous les 10 ans, ou bien une fois tous les 50 ans. Ça, c'est une donnée vraiment qui intéresse Bateau Bazali pour construire la route. Parce qu'ils doivent bien dimensionner le caniveau. Ce qui était alors, parce que ce qui est trop, ça va demander trop de dépenses. Ce qui est trop, ce qui est comme débordé. Donc quelque part, il faut que ça soit bien étudié pour que, en tout cas, quelle que soit la pluie, et qu'on contenir et causer des dégâts. Même si on cause des dégâts, peut-être une fois tous les 30 ans, une fois tous les 50 ans, vous voyez que ça devient maintenant un phénomène un peu rare. Donc, donner maintenant, c'est très important de donner en boula, il y a intensité à la pluie. C'est très très important. Nabaye, basaliko, ça la banzela, surtout pendant qu'on dimensionner l'ouvrage. Il y a canalisation. Ok, directeur, on est en train de chuter un peu. Est-ce que voudrez-vous nous faire visiter vos installations? Là. Ici, c'est quoi? Ici, nous avons donc un poste d'observation, mais ce que nous appelons station météorologique. Et cette station météorologique, si vous voulez, est composée d'une station météo normale et d'une station qu'on appelle météo automatique. Station météo automatique. Météo normale, c'est quoi? Station météo classique. Okay. Donc ce qui est classique, c'est-à-dire que vous allez, vous lisez, vous écrivez sur un papier et tout ça. Mais quand on parle de stations automatiques, vous voyez que c'est un petit assemblage. Là, les observations sont directement transmises quelque part au centre là-bas. Donc il y a un poste où nous recevons les observations qui sont faites ici. Nous recevons ça automatiquement. Je crois que c'est ça la différence avec la station météo classique. Ok. La station météo classique, vous allez, vous lisez, vous prenez le thermomètre, vous lisez. Le thermomètre de la météo? Bien sûr que dans ce truc-là, bon, ça c'est l'anémomètre. Ça nous permet de mesurer, si vous voulez, la vitesse du vent. Ok. Et plus loin là-bas, c'est ça qu'on appelle le pyranomètre. Là, les deux boules là, le pyranomètre.
Le pyranomètre de Bellani, ça nous permet de pouvoir déterminer le rayonnement global. Et tout ce que vous voyez ici, ce sont donc des pluviomètres, des pluviographes. Les pluviomètres, c'est pour estimer la quantité de pluie tombée. Bon, et plus loin là-bas, on appelle ça le bac d'évaporation. Bac d'évaporation. Oui, c'est pour estimer justement l'évaporation de l'eau d'une nappe d'eau libre. Ok. Donc c'est ça. Bon, un peu plus loin là-bas, je crois que vous voyez les abris. On appelle ça les abris. Les abris, c'est quoi? Les abris, donc c'est là où nous logeons les instruments à lecture directe. Ok. Donc ça, c'est vraiment la les instruments classiques. C'est ça. Donc ça, ce sont des pyranomètres de Bellani. Je ne sais pas s'ils vont venir maintenant. Voilà. Donc ça, ici, je vois les thermomètres. C'est un abri. Ok. Donc vous voyez les thermomètres. Pour lire, il faut enlever, vous lisez. C'est pour ça qu'on dit que ça, c'est vraiment un instrument classique. Ce n'est pas un instrument automatique. Là, c'est vraiment lecture directe. Et puis vous inscrivez sur un carnet. Donc on a laissé déjà les carnets ici. Oui, quand vous lisez, vous écrivez. Oui, quand vous observez, vous écrivez. C'est tout. Parce qu'il y a les heures là-bas. Et qui est habilité à lire ici? Oui, ce sont les observateurs. Nous les appelons les observateurs météo. Ok. Donc ils font des observations, si vous voulez. Mais ça, c'est comme je dis, et ça c'est pour la station classique. Okay. Les automatiques, comme j'ai montré là-bas, ça n'a rien à voir avec ça. Parce que les mesures sont transmises automatiquement. Ok. D'ailleurs, c'est transmis automatiquement, même sur le système mondial. Parce que ça va toujours, ça va d'abord au satellite, et puis ça nous revient ici. C'est ça qu'on appelle station automatique. Voilà. Bon, là, évidemment, ce sont des géothermomètres. Bon, là, en bas, là, on appelle ça géothermomètre parce que ça mesure la température à différentes profondeurs. C'est ça qu'on appelle géothermomètre. Et ça, c'est très important justement pour l'agriculture, les agronomes. Ça, c'est pour l'agriculture? Oui, ils ont besoin de ça. Parce qu'ils doivent connaître quelle est la température à différentes profondeurs. Bon, ici, il y a des enregistreurs, mais toujours des géothermomètres. Géothermomètre. C'est plus pour l'agriculture. Bon, c'est plus pour l'agriculture. Ça, c'est géothermographe. Ça, c'est l'enregistreur même de thermomètre du sous-sol. Ok. Voilà. Là, c'est ça qu'on appelle l'anémographe. Némographe. Anémographe. Ouais, ouais. C'est-à-dire quoi? Bon, l'anémographe et la girouette. Vous voyez ce qui tourne là? Ouais. Ce qui tourne sans cesse, c'est ça qu'on appelle l'anémomètre. Donc c'est pour enregistrer la vitesse du vent. Mais tu vois, il y a quelque chose qui balade là, ça donne la direction du vent. Ok. Voilà. Et il y en a même là-bas plus loin. Il y en a aussi là-bas. Oui, là-bas je vis. Donc vous voyez que c'est bien, il y a même les 4 points cardinaux. Donc c'est ça. Ça c'est pour nous donner justement la direction du vent. Vous savez, la direction du vent, elle est très très importante, même en aviation. Ces avions-là, pour décoller, pour atterrir, ont besoin justement de connaître quelle est la direction du vent. Donc là, ça donne la direction du vent. Parce que les avions doivent atterrir, doivent décoller face au vent. Voilà. Donc c'est une donnée très très importante en ce qui concerne la navigation aérienne. Bon, ici, évidemment, vous devez savoir que la Mételsat est en coopération avec la Banque mondiale. Okay. La Banque mondiale est venue nous assister pour le renforcement des capacités, que ce soit en ressources humaines, que ce soit en ressources matérielles. Et ici,
devant nous, vous avez le concentrateur, c'est-à-dire parmi les stations que l'hydromètre, ou bien que la Banque mondiale nous donne à travers les projets hydromètre, toutes les données vont être concentrées ici. Ce sont des données qui vont être réparties, disons des données qui vont venir de plusieurs stations qui seront équipées à l'intérieur du pays. La Banque mondiale a mis ça seulement ici ou bien dans d'autres sites aussi? Non, dans les sites, il y a des stations comme tu as vu là au parc. C'est comme tu as vu là. Donc il y a beaucoup de stations, il y a au moins une douzaine de stations que la Banque mondiale nous a données. Donc c'est éparpillé par-ci par-là. Toutes ces données donc vont atterrir ici. Comme je disais, ce sont des stations automatiques. Voilà, ça c'est pour... Donc on n'a pas besoin de quelqu'un pour... Non, c'est vraiment... C'est une station automatique. Elle-même, elle fait des observations, envoie aux satellites et les satellites... Merci à vous, directeur. On est à la fin de l'émission. Je vous demande un très grand merci avec mon équipe d'avoir répondu à toutes nos questions et à votre disponibilité. Bon, nous aussi nous vous remercions. Donc la Mételsat vous remercie parce que nous savons que nous avons besoin de telles émissions pour que la population puisse bien comprendre la mission qui est la nôtre. Mesdames et messieurs, c'est par là que je finis pour aujourd'hui. Nous avons bien parlé de l'inexistence de la météo en République démocratique du Congo. Où en sommes-nous? Quels sont les services qui œuvrent avec la météo? Alors, nous avons reçu l'ingénieur John Waku. Il est le directeur d'exploitation de la météo RDC. Alors, je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre nouveau numéro. Et je remercie en passant mon équipe technique, mon coach, le professeur Ademar Kele. Là, je vois l'ISPT Gombe. Et sans oublier John Majikou. Là, je vois la DGRK. Au revoir. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord.